Cette histoire fut originellement postée sur le board /X de 4chan. Salutations. Je pense qu'avant toute chose, je devrais préciser que je suis nouveau ici. Alors soyez patient avec moi, je ne connais pas toutes les règles ou les habitudes d'ici. Un ami à moi m'a envoyé le lien de ce site quand je lui ai raconté l'histoire et montré les photos que je m'apprête à partager avec vous. Il pense que la plupart d'entre vous devraient apprécier, mais pour être honnête, ce site me paraît plus être un regroupement d'idiots qu'un site d'images paranormales sérieux. Peu importe. Je suis motivé pour partager ça et ai besoin de le faire anonymement, pour des raisons qui seront éclaircies plus tard. Techniquement, je vais enfreindre la loi, mais si je comprends bien comment cet endroit fonctionne, cet article devrait disparaître dans un jour ou deux. Voici ma situation. Je suis maquettiste chez un petit éditeur indépendant aux États-Unis. Je ne dirai pas qui ni où, alors ne me demandez pas. Je tiens à garder mon boulot. La paye n'est pas géniale, mais c'est un travail sympa et j'aime les personnes avec qui je travaille. La plupart des choses que nous produisons sont de grands livres décorés. La plupart des gens les feuillettent quand ils s'ennuient, mais presque personne ne les lit page par page. Les histoires en images de certaines villes ou de certains états se vendent bien dans les boutiques touristiques régionales. À l'occasion, nous faisons des atlas ou des biographies. Quelques musées nous confient leur catalogue de galeries, ce genre de choses. Le travail est fastidieux, mais c'est une situation stable. Nous avons assez de contrats et nos livres nous rapportent assez d'argent pour nous maintenir à flot. En tout cas, beaucoup plus que ce que de petites revues de presse ont pu dire ces jours-ci. Parce que nous sommes là depuis un certain temps, notre nom n'est que peu connu des amateurs d'histoire et des gens qui pensent être des experts à propos de telle ou telle ville perdue. l'Idaho ou je ne sais autre quel sujet ésotérique dont personne ne se soucie réellement. Nous recevons plein de manuscrits de sources inconnues, de gens qui n'ont jamais vraiment écrit le livre, et des CD plein d'images provenant de personnes qui n'ont jamais pris de photos. Parce que nous sommes une petite entreprise et que nous ne sommes pas localisés autre part, réaliser ce genre de sale boulot est devenu une habitude dans notre travail. Très rarement, quelqu'un va trouver quelque chose qui mériterait d'être poursuivi et nous l'expose. Mais notre senior, éditeur, publieur a toujours le dernier mot. Depuis 9 mois, j'ai redoublé d'efforts et travaillé sans arrêt sur un livre qui excitait tout le monde dans le local. Notre éditeur de copie l'a trouvé alors qu'il lisait les piles de lettres de demandes envoyées par des clients. Un vieil homme, que je ne nommerai pas, nous avait contactés et nous offrait la chance de publier cette archive rare de sa collection de photos, à condition que nous traitions le sujet avec le respect et le sérieux qu'il a estimé qu'il méritait. Et c'est peu dire, ces photos représentaient toujours quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quelque chose qui allait souvent de pair avec une histoire tout aussi intéressante. La plupart d'entre elles viennent de la première moitié du XXe siècle. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le genre de choses que nous publions habituellement. Mais les bribes que l'homme avait envoyées avec sa lettre étaient convaincantes, et une fois que nous avons reçu le reste, entendu quelques-unes de ces histoires et réalisé que la plupart de ces images n'étaient pas connues du grand public, nous avons su que nous aimions quelque chose qui pourrait grandement attirer l'attention des gens. Le format allait être simple et chic, avec des espaces vides en abondance pour aérer. Chaque photo apparaîtrait avec une grande qualité d'impression sur la page de droite, suivie d'une page gauche vide, et un couple de paragraphes pour légender chaque photo sur la page de droite suivante. Au tout début, travailler avec cet homme fut un cauchemar, et le travail s'annonça interminable, car il refusait de m'envoyer plus d'un document à la fois. Il devait m'envoyer une lettre certifiée, je devais la recevoir, scanner la photo à l'intérieur, et renvoyer une lettre de confirmation, et seulement après ça, il m'envoyait la suivante. Il devait penser qu'il avait une collection d'une grande valeur, et était très paranoïaque quant à la perte de ses archives. Alors il ne risquait qu'un élément à la fois. À la fin, nous avions dépensé tellement d'argent en timbres que ça m'aurait coûté moins cher de me rendre à la maison du vieil homme avec un ordinateur et un scanner. Nous étions peut-être à un tiers du processus de création quand cet enfoiré a décidé de nous trahir. Quelqu'un lui avait offert une petite fortune pour les photos, bien plus que ce que nous avions payé pour les droits du livre, à la condition que la production du livre soit stoppée et que les photos restent cachées des yeux du grand public. Nous avons demandé à ce qu'il vienne pour un face-à-face et avons tenté de le ramener à la raison en atteignant son ego et en exprimant notre enthousiasme à l'idée d'une telle réussite littéraire. Et pendant quelques jours, ça a eu l'air de le travailler. Mais quand il est rentré chez lui, il a encore retourné sa veste et a commencé à nous maudire moi et l'éditeur au téléphone, en demandant à ce que l'on arrête l'édition du livre. Il a alors engagé un avocat qui est venu sans véritables arguments annuler son contrat, puis nous a menacé d'un procès qui nous mettrait en faillite si nous nous embarquions dans cette affaire.
Pour ajouter l'insulte à l'injure, le cabinet d'avocats a envoyé ce sale petit emmerdeur du collectionneur dans notre local pour vérifier que toutes les photos et compléments avaient été effacés de nos ordinateurs. La majorité de ces documents étaient enregistrés sur ma machine, et quand j'ai vu la manière dont il a effacé ce projet sur lequel j'avais littéralement passé des mois de ma vie, j'ai senti, et je sens toujours, cet horrible goût amer qui est la pire sensation que j'ai ressentie au monde. Quelques personnes devraient bénéficier de tout ce travail, d'où les raisons de ma venue. Malheureusement, je n'ai pas la meilleure résolution pour les scans que j'ai fait des photos. Mais j'avais conservé des ébauches des légendes originales, et 14 miniatures des photos que Quark avait créées pendant que je m'affairais sur le livre original. Ne me demandez pas pourquoi nous utilisons toujours Quark. C'est un truc qu'on connaît et pour lequel on paye le plus longtemps. Je ne suis pas censé le faire, mais occasionnellement, je rapporte des fichiers de Quark chez moi pour poursuivre le travail. Tous les fichiers avec les images de qualité optimale pèsent bien trop lourd pour que je puisse les emmener chez moi. La plupart du temps, j'expérimente juste des polices et quelques options. Et puis de toute façon, je n'incorpore aucune image avant la fin. Peu importe. Après que toute cette merde soit arrivée, j'ai découvert que j'avais des restes du travail sur mon ordinateur personnel de ce que nous avions fait il y a longtemps. Alors j'ai imprimé les PDF et en ai extirpé les images qui vont suivre. Vous serez les personnes qui en bénéficieront. Juste pour être clair, je ne sais rien de l'origine, ni même de la véracité de ces photos. Je ne suis pas ici pour vous convaincre qu'elles sont réelles. Je les poste ici car je pense qu'elles existent pour être vues et non cachées jalousement par un connard de riche dans une quelconque collection privée. L'incendie de Collinwood. C'est la dernière photo connue prise dans l'école de Lakeview à Collinwood, dans l'Ohio, avant qu'elle ne soit consumée par les flammes le 4 mars 1908, tuant 172 écoliers, 2 professeurs et un secouriste. L'incendie a débuté lorsqu'un joint en bois du plafond s'est enflammé des suites d'une surchauffe d'un tuyau de chaudière qui était à proximité. Les flammes bloquèrent toutes les issues. Cela, ainsi que l'effet de panique, piégèrent un bon nombre d'élèves et de personnel dans la cage d'escalier où ils finirent brûlés vivants. Quelques morts sont aussi attribués aux sauts d'écoliers en feu des fenêtres du 2e et 3e étage. Toutes les personnes présentes sur cette photo périrent, excepté Monsieur Olson, assis à l'extrême droite de la rangée arrière. La présence de surimpression sur l'image reste inexpliquée. La dernière interview de Charlie Noonan. Charlie Noonan était un amateur de folklore qui voyageait à travers le sud et le sud-ouest des États-Unis durant les premières années du XXe siècle, collectant contes et légendes surnaturelles. Selon sa femme, Ellie, Charlie aurait un jour entendu une histoire racontée par un fermier de l'Oklahoma sur une étrange femme qui vivrait seule dans une propriété isolée de l'ouest de l'État. Le fermier déclarait que la femme n'était pas vraiment une femme, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui cacherait sa vraie nature derrière un foulard et qui n'aurait jamais été vu sans un gros chien à ses côtés. Noonan aurait apparemment été assez intrigué pour se mettre à chercher la femme durant l'un de ses voyages. Il n'a plus jamais été revu. Ellie Noonan a plus tard été contactée par un prêteur sur gage de Tulsa qui se rappelait avoir lu quelque chose à propos de la disparition de son mari, après qu'il ait trouvé son nom gravé sur un appareil photographique qu'un itinérant lui avait vendu. Le prêteur sur gage renvoya l'engin et Madame Noonan développa le film qui se trouvait à l'intérieur, en espérant trouver des indices sur le voyage de Charlie. Cette photo était la seule présente dessus. Malheureusement, il n'y avait aucune indication sur l'endroit où la photo avait été prise, ni le nom du fermier qui raconta l'histoire consignée dans le carnet de notes de Noonan. La mort de John Olmsted. Cette photographie déchirée, soi-disant prémonitoire, représente un régiment de garde aux couleurs de l'armée de l'Union, un mois avant qu'il se rende sur le champ de bataille d'Antietam, en septembre 1862. Le jeune homme tout à droite, nommé John Olmsted, a perdu la partie droite de son visage et son bras droit à cause d'un coup de canon tiré au début des hostilités. On ne sait pas exactement quand la photo a été endommagée.
l'exécuteur de la Nouvelle-Orléans. Édouard Martel était un photographe et inventeur sans succès venu de France, qui a voyagé aux États-Unis tout au long des 2 premières décennies du XXe siècle, en essayant de chercher des investissements intéressés par un appareil photo équipé d'une minuterie et d'un dispositif de réglage automatique de durée d'exposition. Durant son voyage, il prit un millier de photographies pour tester et affiner son invention. Souvent, il se levait tôt et installait un appareil caché dans les rues peu fréquentées de ville où il avait vécu. Puis il se rendait dans un café ou un bar à proximité pour capturer des scènes innocentes de la vie de tous les jours et ainsi se rappeler de ses voyages. Les meilleures photos furent sélectionnées pour la seule et unique exposition de Martel à Paris en 1924. Malheureusement, Martel mourut pauvre et inconnu en 1955, laissant le soin à sa fille Jeanne de trier les nombreuses boîtes de films qu'il avait laissées derrière lui, pour voir celles qui mériteraient d'être conservées et celles bonnes pour la poubelle. Durant l'opération, elle découvrit cette photo, prise à la Nouvelle-Orléans, le matin du 28 octobre 1919, quelques heures avant que Martel ne prenne un bateau et retourne en France. Il s'avère que Martel détestait les effets de flou sur ses photographies, car, pour lui, il reflétait mal la vitesse et la précision du mécanisme de son appareil. Ce préjudice le fit survoler ce qui semble être la photo la plus importante qu'il n'ait jamais prise. Qu'est-ce qui rend cette photo si spéciale ? La nuit précédant la prise de vue, le célèbre et mystérieux tueur nommé l'exécuteur de la Nouvelle-Orléans avait commis son dernier meurtre, massacrant Mike Pepitone dans son lit avant de prendre la fuite au moment où la femme de Pepitone découvrait le corps. Serait-ce son retour chez lui ? Il est impossible de le savoir, mais si c'est cela, l'image démentit la légende basée sur le fragile témoignage de Pauline et Marie Bruno, donné bien longtemps après les faits, selon laquelle seul un homme noir aurait été capable d'une telle sauvagerie. Les créatures de Grand Caverns. Cette photo a été prise en 1895 par un spéléologue et photographe amateur nommé Oren Jeffries, quand il explorait une partie des Grand Caverns, dont personne n'avait alors dressé le plan, dans le sud-ouest de la Virginie. Au moment où elle a été prise, Jeffries menait des expériences photographiques en testant l'effet d'une très longue exposition pour voir si rien ne pourrait être impressionné dans l'apparente obscurité de la grotte. Il devait se placer au niveau du sol, éteindre sa lanterne, puis dévoiler l'objectif de son appareil photo, fait maison, aussi longtemps qu'il pourrait se tenir dans l'obscurité. Durant l'une de ces expériences, il entendit quelque chose approchant des profondeurs de la caverne. Effrayé, Jeffries abandonna ses expériences et déclencha un des flashs Blitzlicht qu'il utilisait pour prendre des photos souterraines traditionnelles. D'après l'un des témoignages qu'il confia à un journal local, Jeffries vit des créatures humanoïdes le dévisageant dans l'ombre et prit la fuite sans s'arrêter avant d'être à la surface. Quelques jours plus tard, il retourna chercher son appareil avec 3 autres hommes. Ceci est l'image qui fut trouvée en développant le film à l'intérieur. Les jumeaux Harlow. 1938, Evergreen Park, Illinois, à proximité de Chicago. Billy et Stevie Harlow étaient tous deux assis à l'avant de leur voiture avec leur mère Tammy quand leur Ford Berline entra en collision de face avec une Chrysler. Le choc fut si violent que 2 autres véhicules furent touchés. Tammy Harlow survécut, mais les garçons furent éjectés à travers le pare-brise et moururent instantanément. Un photographe de scène de crime du journal local prit cette photo montrant une équipe de volontaires essayer d'extraire John Downing, le conducteur de la Chrysler, de la carcasse du véhicule. Il semble que les petits Billy et Stevie étaient toujours là, assistant à la scène. La tragédie des Sorenson. Les Sorenson étaient une famille danoise qui immigra aux États-Unis en 1905 ou 1906. Ils arrivèrent avec leur fils aîné, Anders, qu'on peut voir sur l'âne, et s'installèrent dans une ferme dans le Missouri.
3 autres enfants, Simone, Frick et Mathilde, respectivement au centre, à droite et dans le chariot, suivirent plus tard. Cette photo, prise en 1916, montre les 4 enfants quelques semaines avant la tragédie. Les 3 enfants les plus vieux jouaient apparemment beaucoup dans la grange et en étaient tombés de sommeil dans les hautes herbes. Leur père, Niklas, conduisait une faucheuse d'herbe et les démembra aux endroits précis que la faille parcourt sur la photographie. Pendant ce temps, Mathilde, la plus jeune, était à l'intérieur de la maison avec sa mère et ne fut pas blessée. Selon le fils d'un voisin interviewé par un journaliste, l'âne mourut plus tard d'une façon tout aussi horrible en se coinçant la tête dans des barbelés et en allant jusqu'à se décapiter dans ses efforts frénétiques pour se libérer. Ce dernier détail n'a pas pu être confirmé. Le spectre de Viola Peters. Viola Peters était une célibataire issue d'une riche famille qui vivait seule dans la petite ville de McCaysville, en Géorgie. Elle était très appréciée des habitants pour ses dons et ses contributions à l'église de Baptiste, à la soupe populaire et à l'orphelinat local, spécialement durant la crise pendant laquelle ces institutions ont pu entièrement subsister grâce à ses largesses. En juillet 1935, Viola fut brutalement violée et tuée par un vagabond nommé Tom Coolin, qui avait brièvement travaillé dans la raffinerie de cuivre non loin. Coolin décida de rester dans la maison de Viola et profita de son cadavre durant 17 jours avant d'être arrêté. Une foule d'habitants enragés prit d'assaut la prison du comté, emmena Coolin et le punit sur le vieux port au-dessus de la rivière Tocoa. Cette photo a été prise par Garrett Killian, un témoin du massacre, et a provoqué un grand émoi lors de sa publication quelques jours après dans l'Atlanta Journal-Constitution. Pour beaucoup, l'âme de Viola s'était apaisée en assistant à l'exécution de son assassin, mais d'autres esprits plus tordus virent de la tristesse sur son visage, et l'envie de voir une dernière fois le regard de son seul et unique amant. Le fantôme de Sarah Eustace. Le Denver State Hospital, anciennement Denver State Lunatic Asylum, était un hôpital psychiatrique de l'époque de Kirkbride, construit en 1874 sur un site campagnard isolé du Massachusetts. Comme tous les asiles construits selon les recommandations de Kirkbride, c'était un bâtiment célèbre pour son style gothique, et on y traitait la folie au moyen de techniques aujourd'hui obsolètes. Denver est souvent cité comme étant le premier hôpital à avoir utilisé la lobotomie préfrontale. Denver a d'autres titres glorifiants. Il fut la source d'inspiration du sanatorium d'Arkham, qui apparaît dans plusieurs histoires d'H.P. Lovecraft, lequel à son tour inspira l'asile d'Arkham dans l'univers de Batman. Il fut aussi le lieu de tournage du film d'horreur culte Session 9. Ce film met très bien en avant le vaste réseau de tunnels qui se trouve sous Denver. Le fait que les producteurs aient choisi ces tunnels n'est pas un hasard, et les rumeurs qui disent qu'ils sont hantés datent d'une centaine d'années. L'histoire la plus célèbre concerne Sarah Eustace, une patiente qui s'échappa de sa cellule en 1955 et se glissa dans le système de tunnels. Après de multiples recherches et une longue semaine où l'asile fut totalement fermé, Sarah n'a plus jamais été revue. Il en a été déduit qu'elle devait être morte perdue, assoiffée et seule. Une infirmière de Denver, nommée Gail Malloy, devint obsédée par l'histoire de Sarah et dépensa beaucoup de ses heures à chercher son cadavre. En sachant qu'elle ne découvrirait jamais de corps, elle prit cette photo datant de 1966 qui suggère que Sarah Eustace marche encore dans les tunnels de Denver. La photo de famille de Stevenson. Qui a dit que les fantômes n'avaient pas le sens de l'humour ? Les Stevenson étaient une riche famille de Boston, fière de son entreprise et de la longévité proverbiale de ses membres. Cette photo de famille, prise en 1945, était une occasion de rassembler tous les plus vieux Stevenson avec l'une des plus jeunes. Emilia, au centre, âgée de 102 ans, à qui a été accordé le titre de matriarche, avec la petite Ophelia qui avait alors 18 mois. Ce que les Stevenson n'ont pas réalisé après que la photo fut développée, c'est qu'ils avaient été rejoints par l'un de leurs défunts, James Pullman Stevenson, né en 1835 et mort en 1932, assis à gauche entre sa nièce Ginny
et son cousin Alfred, et a été facilement identifié par la plupart des personnes présentes sur la photo, qui se souvinrent de lui comme d'un oncle connu pour ses farces et son humour noir. Les disparitions de Madame Yurno. Durant les dernières années de sa vie, Joséphine Yurno faisait une promenade tous les soirs dans son quartier bien-aimé à Norwich, dans le Connecticut. Le 12 novembre 1935, elle partit comme d'habitude, mais ne revint jamais. De longues recherches furent menées par une équipe de volontaires et la police de Norwich, mais aucun signe d'elle ne fut retrouvé. 3 ans plus tard, Madame Yurno fut trouvée assise devant la maison de ses voisins, sans aucune marque sur son corps, en parfaite santé. Quand on lui demanda où elle était passée tout ce temps, Madame Yurno fut surprise et ne comprit pas la question. Pour elle, ces 3 ans ne s'étaient pas écoulés. Ignorant l'avis de ses voisins et de son docteur, elle refusa tout traitement médical et reprit sa vie comme si rien ne s'était passé, y compris ses promenades de nuit sur la plage. Un autre voisin a pris cette photo d'elle à la fin de l'année 1938. La fumée s'échappant des tas de feuilles en train de brûler donne une ambiance appropriée à la scène. 5 ans après la première disparition, le 12 novembre 1940, Madame Yurno disparut à nouveau, et cette fois, elle ne fut plus jamais revue. Le destin de Sally York. La mort de la petite Sally York en 1912, âgée de 9 ans et travaillant dans une usine textile de la North Fork Textile Mill, fut un des accidents qui poussèrent les législateurs à écrire la loi de Keating-Owen en 1916, la première loi sur le travail des enfants de l'histoire de l'Amérique. Depuis l'accident jusqu'à la fermeture de l'usine 4 décennies plus tard, les travailleurs se plaignirent constamment de courants d'air frais, de sons étranges et de robinets coulant tout seuls sans que personne soit à proximité. Les contremaîtres ne prirent jamais ces plaintes en compte, jusqu'à ce que cette photographie fasse surface en 1932. Elle a été prise par un photographe itinérant nommé Benny Johnson, qui la vendit promptement à la Gazette de North Fork, pour seulement $10. L'usine avait été fermée pendant les vacances de Noël, et était restée vide tout ce temps. La photo fut plus tard blâmée pour avoir causé la fermeture de l'usine, bien que la Grande Dépression fût une cause plus probable. Les yeux de Lily Palmer. Lily Palmer n'avait même pas 4 ans quand elle se trouva à voir ce que les docteurs appelèrent plus tard des apparitions brutales d'hallucinations sensorielles. Cette photo, prise par Annette, la mère de Lily, lors de la nuit d'Halloween 1952, montre apparemment l'arrivée d'une de ces hallucinations. Lily et sa nounou Filipino sortaient pour aller faire du porte-à-porte quand l'enfant se mit à crier et commença à se frotter les yeux. Elle mit longtemps à se calmer et à pouvoir recommencer à parler. Mais quand on lui demanda ce qu'elle avait vu, Lily parla à plusieurs reprises de choses grouillant dans ses yeux. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle était seule et sans surveillance dans sa chambre, Lily se perça les yeux avec l'une des aiguilles à coudre de sa mère. Après un traitement médical, on estima qu'elle était folle et elle fut internée pour le reste de sa vie, au début à Bellevue, à l'est de Manhattan, et plus tard au centre psychiatrique de Rockland, à Orangeburg, où elle resta jusqu'à mourir d'une crise cardiaque en mars 2001. Un appel d'un de ses anciens médecins de Rockland confirma que les crises de Lily étaient plus traumatisantes lors et autour de la nuit d'Halloween. Durant la plus grande partie de sa vie, elle passa son temps à supplier les employés de retirer ces choses de ses yeux. La déception de la Trinité. C'est une des plus célèbres photographies de la toute première explosion nucléaire. Dirigée par l'armée américaine le 16 juillet 1945 dans les White Sands Proving Ground, localisés dans le désert de Jordan del Muerto, à 56 km au sud-est de Socorro, dans le Nouveau-Mexique. Le déclenchement de ce dispositif d'implosion au plutonium, la même méthode utilisée pour le dispositif Fatman lancé sur Nagasaki, marqua le commencement de l'âge atomique et finalement la course à l'armement entre les États-Unis et la Russie. Seule une poignée de personnes savaient que cette photo avait été recadrée avant d'être dévoilée au grand public, et sont maintenant toutes décédées. L'une d'elles était le photographe qui a donné les droits d'auteur de l'image originale à la condition de la laisser en dehors du domaine public jusqu'à ce que les citoyens puissent appréhender les conséquences qui risquent d'en découler. On ignore si ce serment a bien été rempli, mais si cette condition a été respectée et qu'il possède réellement la dernière copie de la photo au monde,
Il s'est sûrement imposé la tâche de cacher la vérité.